Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'hybridation et en particulier de cloud privé dans un cloud public nommé Azure, vous vous en doutez. Et j'ai la chance, que dis-je, l'opportunité de faire cette vidéo avec Stanislas. Salut Stan. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Philippe. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. Eh ben, c'est un plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les 2 ou 3 personnes en France qui ne te connaîtraient pas? Il y en a un petit peu plus qui ne me connaissent pas, mais je suis Stanislas. Je suis actuellement architecte solution dans une société qui s'appelle Nutanix depuis 8 mois. Et au préalable, je travaillais avec Philippe chez Microsoft France pendant les 23 dernières années, notamment sur Azure. Eh ben, écoute, pour moi, tu as toujours été une référence. Ce que je te propose, c'est qu'on attaque la vidéo. Ça te va? Et ben c'est parti. Alors, Nutanix, je connais de loin, on va dire, et grâce à toi, je vais connaître de plus près aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux nous parler de la société et de son histoire? Oui, alors c'est une histoire d'une société qui est avant tout un vendeur de logiciels, de software, qui a été fondée en 2009, qui a donc une quinzaine d'années, et qui est très connu aujourd'hui sur le marché, sur ce qu'on appelle sur l'hyperconvergence, c'est-à-dire en gros d'utiliser plusieurs serveurs pour mutualiser, créer du stockage, on va dire virtualisé, hein. Ça, c'est l'histoire. Dans la réalité, aujourd'hui, en fait, on est une plateforme logicielle avec pas mal de services, autant pour créer des machines virtuelles, du Kubernetes, du stockage de différents types, mais également supporter des bases de données, des plateformes Kubernetes au sens large. Donc voilà, on est un éditeur logiciel dont l'histoire et l'empreinte assez forte est autour du monde de l'hyperconvergence au niveau du stockage et de la virtualisation. On pourrait faire un parallèle avec Microsoft, éditeur de logiciels, un peu plus vieux, bien sûr, mais aussi un acteur Oui, américain. exactement, leur acteur américain, parce la société, en fait, le headquarter est à San Jose, donc au cœur de la Silicon Valley. Après, on est dispatché à peu près un peu partout dans le monde. Et comme leitmotiv ou comme mission aujourd'hui, notre mission, c'est One Platform to Run Any App Anywhere, dans une approche qui est l'approche hybride multi-cloud. On va en parler, du coup, c'est l'objet du sujet. Point intéressant, aujourd'hui, on ne vend pas de licence, on est sur un modèle de subscription. Donc, en gros, on est sur une location, donc ça va bien avec le modèle de consommation qu'on peut avoir dans du cloud public comme Azure, par exemple. Alors, tu nous as parlé Kubernetes, stockage, virtual machine, ce sont des mots-clés que beaucoup d'informaticiens connaissent, mais au final, pour le client, quel est l'intérêt d'utiliser les technologies Nutanix, en particulier dans le cloud public de Microsoft Azure? Alors, ça, c'est une excellente question. Effectivement, quand on parle d'un Nutanix Cloud Cluster, donc un cluster Nutanix instancié dans le cloud comme Azure, derrière cette technologie-là, en fait, il y a des cas d'usage. Les plus communs sont en un, le plan de reprise d'activité. Le client a un cluster ou plusieurs clusters Nutanix à demeure dans son data center. Il a besoin, dans le cas d'un plan de reprise d'activité, d'avoir des clusters de secours. Il va utiliser effectivement Azure et les data centers et les hardware, le matériel disponible dans un data center de Microsoft. Alors, le deuxième cas d'usage qu'on voit le plus souvent, c'est le client qui a une stratégie de move to cloud, donc en gros d'adopter de manière un peu plus massive du cloud public comme Azure. Et dans ce cas-là, effectivement, souvent, il n'y a pas de miracle, hein. On va passer par du lift and shift et on va souvent déplacer des workloads d'un point A vers un point B, mais en gardant la même techno. Ça fait partie notamment, tu me confirmeras Philippe, du Cloud Adoption Framework, c'est bien ça? C'est ça, dans le Cloud Adoption Framework, on a les 5 R, le rehost, le replatforming, etc. Et le rehost, c'est comme l'a dit Stan, c'est-à-dire du copier-coller de VM. Vous avez une VM on-premise et vous retrouvez la même VM dans Azure. Voilà. Donc la même techno, finalement, ce qui permet du coup, d'accélérer la migration. On n'a pas à requalifier, trouver les gabarits correspondants, par exemple, d'une VM Azure par rapport à une VM Nutanix. On n'a pas non plus à reskiller très rapidement tous les gens parce que la techno est la même en face. C'est juste l'endroit où le cluster tourne qui change du data center. À la fin, c'est dans Azure, mais l'idée, c'est bien ça. Alors, troisième cas d'usage, c'est le débordement, le bursting, avoir plus de ressources à un instant T sans pour autant acquérir des serveurs supplémentaires. Et du coup, ça va très bien également avec les scénarios de dev and test dans lesquels les organisations ont besoin, comme tout système, de pouvoir tester des nouvelles versions, des nouvelles fonctionnalités, de se former, et sans faire ça sur des clusters de production. Donc c'est parfait pour avoir des environnements, on va dire, temporaires. On les bootstrap super rapidement. L'installation est automatisée, on va le voir plus tard. Et l'idée derrière, effectivement, c'est dès qu'on n'en a plus besoin, on déprovisionne, donc on paye vraiment pour l'usage dont on en a besoin à un instant donné. Alors, on a tous entendu parler du rachat de VMware par Broadcom et de tout ce que ça a eu comme impact, que ce soit en termes de licensing ou même en termes de procès. On a vu le cas Thales dernièrement.
À ma connaissance, un client à l'heure actuelle qui est dans Azure, il peut très bien choisir de migrer son infra VMware on-premise dans Azure au travers de la solution Azure VMware Solution, AVS. Et d'ailleurs, je vous encourage à aller voir la vidéo qui va apparaître, que j'avais faite il y a quelques temps avec Leonardo. Concrètement, qu'est-ce que va permettre de faire Nutanix? Alors, Nutanix, en fait, fait partie des alternatives effectivement à Broadcom VMware. Si on a un client qui souhaite se désengager complètement ou partiellement, donc diviser finalement, mettre ses œufs dans différents paniers, et donc commencer à adopter une autre solution que la solution de Broadcom, effectivement, Nutanix devient une solution tout à fait correcte pour faire justement son remplaçant. On a beaucoup aujourd'hui de demandes de clients qui touchent à la fois le data center et effectivement les environnements dans le cloud public. Donc dans ces cas-là, le Nutanix Cloud Cluster dont on parle aujourd'hui, effectivement, c'est la solution Nutanix dans Azure, au même titre qu'AVS, à une petite différence près, c'est que nous, on n'est pas un service managé, c'est-à-dire que le client va installer de manière automatisée, mais va installer lui-même son logiciel, va choisir la version et gérera son cycle de montée de version, à la différence d'un service managé comme AVS, où effectivement le client suit les versions imposées par le service managé. Si je résume tes propos, on peut tout simplement déployer via les API Azure depuis une interface qui est gérée par Nutanix sur du bare metal une infra qui va être au final managée par le client et Microsoft avec une responsabilité partagée. Exactement. Donc, en déployant finalement sur un bare metal, Microsoft va être responsable, en gros, du physique, du hardware, donc de la bonne fonctionnement des serveurs en tant que tel. Toute la partie logicielle sera sous le contrôle et la responsabilité du client. Au même titre que dans Azure, par exemple, quand un client déploie une VM, il est responsable de tout ce qui se passe du point de vue logiciel dans sa VM. Donc là, c'est juste un peu plus bas parce qu'effectivement, on est sur du bare metal. Alors, il y a deux catégories aujourd'hui deux tailles de barres métal disponibles, les N36 et N36P. Pour ceux qui viennent du monde AVS, ça va leur rappeler quelque chose parce que AV36, c'est les barres métal en fait d'AVS. Donc basiquement, on a les mêmes, c'est juste que le N va changer. Donc on est sur des machines avec 36 corps et pas mal de SSD. On est à peu près sur 20 Tera de stockage local par barre métal. Il y a à peu près 15-16 qui sont du NVMe et le reste c'est de l'Optane, donc du NVMe faible latence. Si je veux déployer une infrastructure Nutanix dans Azure, il va falloir que je passe tout simplement par le portail Azure. Donc une fois que je me suis connecté, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Create a Resource et là j'ai accès à la Marketplace. Et dans la Marketplace, je vais taper le mot-clé Nutanix. Et dans le premier résultat, on voit que j'ai la possibilité, sous forme de Software as a Service, de souscrire à l'offre Nutanix. Alors dans la réalité, c'est pas comme ça que ça va se passer. Je vais pas cliquer sur le bouton Subscribe. Pourquoi? Tout simplement parce que Nutanix nous conseille, et vous le voyez noir sur blanc sur votre écran, de passer par votre account manager, donc votre commercial, pour avoir une offre privée, privative, proposée par celui-ci, avec un discount bien entendu associé. Et ce qui est intéressant dans cette page, c'est qu'on retrouve les cas d'usage dont a parlé Stanislas précédemment, et surtout le prix associé aux infrastructures bare metal dont on va bénéficier. Et vous le voyez, ce prix n'est pas négligeable, donc il est à prendre en compte dans toute la logique de déploiement liée à Nutanix. Alors pour compléter, on peut voir également que dans cette fiche, il y a la notion de réservation. Donc les réservations, vous le savez, ça permet d'avoir un meilleur prix si on s'engage sur la durée. Donc les barres métal dont le prix est affiché ici en prix à l'heure peut être réduit de manière assez drastique en utilisant des réservations soit sur un an, 36,7%, soit sur 3 ans, et là c'est 57,7%. Là encore, on parle des réservations pour les instances de barres métal. La partie software, on va aller la voir en remontant un petit peu plus haut dans l'interface sur la partie pricing. La première ligne qu'on va voir, ce sera le PS-Hugo, donc intéressant quand on a besoin d'avoir des ressources supplémentaires Nutanix de manière temporaire. Je le rappelle, on fonctionne sur la mode de subscription, donc en général nos clients s'engagent sur 1 an, 2 ans ou 3 ans de licence. Mais pour des usages particuliers, des pics de charge ou un PRA, c'est intéressant de pouvoir acheter ces licences ou de les payer plutôt vraiment à l'usage. Donc c'est là où le PS-Hugo va prendre son sens. Et donc du coup, ça c'est mesuré à l'heure et c'est facturé au mois. Et donc on retrouve tout ça à la fin avec les instances bare metal dans la facture d'Azure. En parlant de facture Azure, je rebondis sur ce que tu dis. On a certains clients qui signent ce qu'on appelle un MAC. Et le MAC, c'est quoi? C'est tout simplement un engagement, en règle générale, sur 3 ans, à consommer tant d'euros par an dans Azure. Concrètement, est-ce qu'on va pouvoir décrémenter l'offre Nutanix dans le contrat MAC existant de nos clients?
Alors oui, effectivement, les instances pure Azure, telles que les barres métal, le réseau, les machines virtuelles, enfin, tous les ressources qui constituent un cluster NC2 vont venir dégreffer le Mac. La partie licence dont on parle ici va venir également dégreffer le Mac. Donc, un client peut choisir qui a un Mac qui peut-être pas encore assez consommé et qui a besoin d'acheter des licences Nutanix, peut tout à fait dire je vais passer par le marketplace d'Azure pour acheter mes licences et ainsi dégreffer mon Mac et être bien aligné avec ma stratégie de consommation. Alors, tu nous as parlé de la méthode de déploiement via des API, mais concrètement, comment je vais, moi, en tant que client, déployer un cluster NC2 dans Azure? Alors là-dessus, ça va être assez simple. On va utiliser une interface qui est fournie par Nutanix, qui va se connecter aux API d'Azure. Donc on va voir comment la connexion se fait. Et puis globalement, une fois qu'on a configuré la liaison entre cette plateforme et Azure, eh bien, ce sera un simple assistant de déploiement qui est aussi simple qu'une machine virtuelle dans Azure. Alors tout part en fait d'une URL my.nutanix.com. Donc chaque client Nutanix a un identifiant sur la plateforme. Et puis ici, on va descendre jusque sur la partie Cloud Service. Donc on a différents Cloud Service. Celui qui nous intéresse, c'est celui-ci, donc Nutanix Cloud Cluster. Et quand je vais cliquer sur Launch, en fait, il va me lancer une nouvelle URL qui est simplement cloud.nutanix.com. Donc cloud.nutanix.com, la première chose à faire, c'est de lier finalement cet environnement que nous, on maintient en condition opérationnelle. C'est un portail géré par Nutanix. Et ça va être de lier ce portail en fait à un abonnement Azure. Donc ici, on a déjà des cloud accounts qui ont été configurés, mais je te montre comment on fait. On rajoute un cloud account, on dit que c'est Azure, on lui donne un petit nom, et ensuite, des choses que tu connais probablement, Philippe. Si je te parle d'Active Directory ID, de Subscription ID et de Application ID de Secret, ça te fait penser à quoi? Eh ben, ça me fait penser à maintenant l'Entra ID et les services principaux, donc les comptes de services qui sont managés Exactement. par Microsoft. Exactement, donc on va s'associer à un Entra ID ici, l'abonnement, et puis après, effectivement, une application ID, un secret. Donc, avec ces quatre informations-là, basiquement, on a une identité programmatique côté Azure, sur lequel on va lui attribuer en fait un rôle particulier sur certains providers côté Azure. Donc, pour cela, nous, on fournit le JSON qui crée le custom role côté Azure, et on associe cette identité au custom role. Une fois que ça c'est fait, on vérifie les credentials, on vérifie qu'ils sont bons, on a une petite coche verte. Et ensuite, on peut choisir les data centers dans lesquels on veut déployer du NC2. Donc, soit on dit dans toutes les régions dans lesquelles Azure supporte du NC2, soit dans des régions spécifiques. Donc, si on regarde la liste, ça c'est la liste des régions qu'on a aujourd'hui de disponibles. Je peux en enlever. Donc, si on prend l'Europe dans notre cas, West Europe, donc c'est Amsterdam, et puis on a également West Germany qui est Francfort. À partir de là, on clique sur Cloud Add Account et c'est bon. Donc, je l'ai déjà fait. On voit ici que la connexion est active, que le statut est ready. Et maintenant, on va créer un cluster. On a deux types de clusters pour du VDI ou du General Purpose. On n'a pas tout à fait les mêmes licences côté Nutanix. On va prendre le General Purpose. On va dire qu'on va aller déployer ça sur Azure. Je vais donner un nom à mon cluster. On va l'appeler démo. Et puis ensuite, ici, on va choisir la région dans laquelle on veut le déployer. Donc moi, j'ai bridé ici à deux régions pour mes démonstrations en Europe, tout simplement. Donc je peux dire West Europe. Et là, je choisis ma zone de disponibilité. En West Germany, je vois que j'ai plusieurs zones de disponibilité. À partir de là, je l'ai dit tout à l'heure, à la différence d'un service manager, on contrôle les niveaux de version, ou le client les contrôle pour être plus précis. Donc il va choisir la version de Nutanix qu'il souhaite déployer. Donc, on va prendre la dernière parce que c'est la mieux. On choisit le tiers de licence, le meilleur aussi. Alors la notion de réserve capacity est simple. Le client, quand il achète des licences, il les met dans une réserve, un nombre de corps. Et en gros, quand un cluster va se déployer, il va aller chercher le nombre de licences dont il a besoin dans la réserve. Donc, quand la réserve est insuffisante, le complément en fait est assuré par le pay-as-you-go. Donc la réserve, on les a là encore dans nos consoles. Je l'ai ici. Donc par exemple ici dans ma réserve Azure, j'ai mis 128 corps. Si je déployais un cluster avec 150 corps, il me manquerait du coup 22 corps. Les 22 corps basculeraient automatiquement sur le prix en pay-as-you-go, tout simplement. Une fois qu'on a ça, on choisit les différents types de barres métal qu'on a à disposition. Donc là encore, ça va dépendre des régions Azure. En West Germany, dans lequel je viens de choisir, on n'a que de la N36P, 36 corps, 20 Tera de NVMe. Et là, je choisis le nombre de nœuds, le nombre de barres métal que je vais mettre dans mon cluster. Donc de base pour la production, c'est 3 ou plus, ça peut monter à 28. Et ensuite, on va choisir ici un niveau de redondance à l'intérieur au niveau du stockage. Donc, avec 3 nœuds, on peut faire une redondance de 2, c'est-à-dire qu'on a 2 copies de la donnée, et donc on peut avoir une panne de nœuds.
Si on avait 5 nœuds, on pourrait faire du RF3, on aurait 3 copies, ce qui va te rappeler des choses probablement du côté du stockage d'Azure, parce que c'est ce qui est fait, et ainsi de suite. Donc on donne le nombre de nœuds, je vois que chaque fois ça s'incrémente. Ensuite, on va déployer le réseau. Donc, 2 options. Soit l'assistant va directement piloter la création de l'ensemble du réseau, c'est-à-dire des VNet dans Azure, plus tous les différents composants nécessaires. Ça, généralement, c'est bien pour quand on a besoin d'un environnement temporaire ou pour faire du test and dev. Quand on est sur de la réalité, on a généralement plutôt une landing zone avec des règles établies en termes de nommage, etc. Donc, en général, on a déjà un réseau existant. Donc, juste pour te montrer à quoi ça ressemble du point de vue réseau de manière assez simplifiée, en gros, on va avoir 2 VNet, un qui va être dédié au bar métal et un qui va être dédié à l'outil d'administration et à l'ensemble des passerelles de virtualisation. On fait dans Azure du réseau en overlay, c'est-à-dire qu'on va avoir un réseau virtualisé Nutanix qui repose sur le réseau d'Azure, et donc on va avoir une passerelle entre ces deux mondes. Alors, ce qui manque ici, bien entendu, on l'aura compris, c'est un hub and spoke ou un virtual WAN pour faire l'interconnexion avec le monde data center privé. Et donc, je vais choisir les noms de mes VNet, je les ai bien nommés ici. Je vais, là encore, donc lâcher mon mot de passe par défaut et je vais lui dire, tu vas te connecter sur ce VNet, ici, qui est le réseau d'administration, Prisme Central PC. Et ensuite, là, on va choisir comment on va faire l'interconnexion réseau avec le monde on-prem. Est-ce qu'on va passer par un VPN site à site? Est-ce qu'on va passer par un express route? Est-ce qu'on utilise ou pas V1? En fonction de la combinatoire, on aura des paramètres supplémentaires. Et la passerelle qui va faire la liaison entre le monde réseau Nutanix et le monde réseau des VNet Azure, cette passerelle va être matérialisée sous la forme d'une machine virtuelle dans Azure, une ou plusieurs si on veut assurer de la redondance, une seule si on n'en a pas besoin. Cette machine, de toute façon, est surveillée par ce portail-là, et si elle a un problème, elle est redémarrée de manière automatisée. Les bandes passantes, en gros, c'est de 10 gigabits jusqu'à 60 gigabits à peu près, 64 pour être plus précis, 16 fois 4. Je finis de choisir mes noms de réseau, donc là, je voyais que j'avais mis des noms qui matchent bien avec ce qu'on me demande. On me demande une petite clé SSH, il y en a déjà une, c'est parfait. On fait suivant. Et on a terminé finalement l'installation d'un cluster parce qu'on a juste un résumé de la configuration que je viens de donner. Et quand on va cliquer sur Create, dans environ 3 heures, 3 heures et demie, le cluster sera complètement opérationnel. One eternity later. Une fois que le cluster est déployé, c'est depuis cette console cloud.nutanix.com où on va gérer globalement, lister le hardware et venir changer les paramètres, comme par exemple changer la capacité. Donc là, c'est ça qui est intéressant dans du Nutanix Cluster, c'est que mettre à disposition un cluster, c'est pas plus difficile que finalement de bien remplir un assistant de configuration. Et après, on a absolument tout automatisé. Ce qui va se passer derrière, c'est effectivement le back-end ici va appeler les API d'Azure et tout créer derrière. Du coup, côté Azure, comment ça va se matérialiser? On va avoir tout un ensemble de ressources. Donc là, j'ai tout mis dans un ressource groupe. On voit des objets un peu particuliers, des cartes réseau avec des clusters UID. Et là, on va voir ici des nodes Nutanix, des clusters. Donc ça, c'est pour les interfaces réseau. Donc ça veut dire que du point de vue administration Azure, tout ce qui va se passer dans le cluster Nutanix, l'administrateur Azure ne va pas le voir. Il va voir l'enveloppe, c'est-à-dire le bar métal, et puis toute la connectivité réseau qu'il peut y avoir autour, l'administration, la gestion des VM, la gestion du stockage dans le cluster Nutanix, va se faire par les interfaces naturelles de Nutanix, à savoir Prisme Élément ou Prisme Central. Et d'ailleurs, quand on est sur un cluster, ici j'ai un bouton qui s'appelle Launch Prisme Élément. Alors si je le lance tout de suite, ça ne marchera pas parce que ici, si on regarde en bas à gauche l'URL, l'URL est en HTTP 10.0 quelque chose. On ne peut pas y accéder depuis l'Internet, c'est pas routable. Donc généralement, on va passer soit par la connectivité du on-prem vers Azure, VPN site à site, ExpressRoute en fonction des besoins, soit on peut passer par un système de rebond. Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose à nous proposer là-dessus, Philippe, si tu voulais, depuis l'Internet. Le bastion, effectivement. Donc, c'est la meilleure option à faire si on veut y accéder de manière sécurisée. On s'installe une Jumpbox, une machine virtuelle Azure, dans le même réseau que le cluster Nutanix. Et puis, derrière, on met un Azure Bastion qui doit être quelque part par là, voilà, un Bastion Host, qui va nous permettre d'accéder de manière sécurisée à cette console d'administration. Et alors, Stan, c'est quoi la prochaine étape avec Nutanix? La prochaine étape, c'est qu'on va continuer la collaboration avec Microsoft sur plusieurs axes. Déjà, en fait, avoir plus de possibilités de configuration disponibles en termes de barre métal. On a des clients qui demandent plus de stockage, d'autres qui vont commencer à demander des GPU, parce que tu le sais qu'aujourd'hui, l'IA générative est un peu partout. On va également avoir besoin de plus de stockage, pas forcément avec des nodes différents,
en utilisant des services adaptés à ça qui sont disponibles dans Azure, et je pense à Elasticsearch notamment, et plus d'intégration avec la partie également Azure Virtual One. Ça, c'est les principaux axes sur lesquels nous sommes en train de travailler en collaboration avec Microsoft. Eh ben, écoute, c'est très clair. Merci encore de ta participation. Eh ben, écoute, merci à toi pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de revoir des anciens collègues et de passer un peu de temps ensemble finalement sur un sujet qui pour le coup est commun. Là, nos deux sociétés se rencontrent et c'était enfin l'occasion de faire une vidéo ensemble et je te remercie encore pour l'invitation et le temps passé. Ben, c'est moi, vraiment, c'est moi qui te remercie. À bientôt tout le monde, salut!